Qu'est-ce qui relie un loup-garou, un vampire et une fille de 12 ans? Tous sont impliqués dans le massacre brutal de 2 parents aimants et de leur fils de 8 ans. Le 23 avril 2006, l'aube se leva lumineuse mais glaciale à Medicine Hat en Alberta au Canada. Bien que le printemps soit déjà bien entamé, l'après-midi promettait une légère hausse des températures. C'est pourquoi Garrett décida que c'était le moment parfait pour rendre visite à son meilleur ami de l'autre côté de la rue. Il espérait pouvoir jouer avec lui dans leur rue paisible, comme il le faisait chaque jour depuis la fin de l'hiver. L'ami qu'il cherchait était Tyler Richardson, un garçon de 8 ans. La famille Richardson, Deborah, Mark, Tyler et Jasmine, 12 ans, vivait dans une maison grise bien entretenue avec un revêtement en bois, un toit en pente et une pelouse soigneusement taillée, un parfait exemple de famille de la classe moyenne. Mais ce matin-là, ce qui se trouvait derrière leur porte d'entrée était tout sauf une scène paisible. En s'approchant de la maison, Garrett remarqua que les volets étaient encore baissés. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. C'était dimanche et d'habitude la famille était déjà rentrée de l'église. La voiture étant garée dans l'allée, il en conclut qu'ils étaient bien chez eux. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre du salon, mais, ne voyant aucun mouvement, décida d'essayer à l'arrière, au sous-sol, où il avait parfois joué avec Tyler. Regardant à travers la vitre, ses yeux mirent quelques instants à s'habituer à l'obscurité de la pièce. Ce qu'il vit alors le figea sur place. Il distingua 2 formes allongées au sol, immobiles et couvertes de sang. Saisi par l'effroi, il se précipita chez lui pour raconter à sa mère ce qu'il avait vu. D'abord sceptique, elle lui demanda s'il était sûr de ne pas exagérer, connaissant l'imagination débordante de son fils. Mais en voyant son visage bouleversé, elle décida de l'accompagner pour vérifier. En arrivant devant la maison des Richardson, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur du sous-sol et eut le souffle coupé. Elle aussi voyait maintenant les corps ensanglantés. Sans perdre une seconde, elle appela la police. Ce que les enquêteurs allaient découvrir à l'intérieur de la maison. Richardson allait choquer tout le pays et rester gravé dans les mémoires, même 16 ans plus tard. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique Décharge. La police força la porte d'entrée et pénétra dans la maison étrangement silencieuse. Ils appelèrent à haute voix, mais personne ne répondit. Se dirigeant vers le sous-sol, là où Garrett et sa mère avaient aperçu les corps, ils descendirent lentement les marches. Dans l'obscurité, ils distinguèrent 2 adultes allongés au sol, complètement recouverts de sang. Leur regard vitreux et fixe ne laissait aucun doute. Ils étaient morts. Le sang était partout, sur le sol, sur les murs, jusque sur le plafond. Les enquêteurs identifièrent rapidement les victimes comme étant Mark et Deborah Richardson. Tous 2 avaient été assassinés avec une violence inouïe dans le sous-sol de leur propre maison. Mais ce n'était pas tout. Au premier étage, dans sa chambre, les enquêteurs firent une autre découverte macabre. Sur son lit, gisait le corps de Tyler, 8 ans. Comme ses parents, il était couvert de sang. Une large entaille parcourait son cou, d'une oreille à l'autre. Il était évident qu'il était mort depuis plusieurs heures. En explorant le reste de la maison, les policiers remarquèrent une anomalie. Sur les photos de famille accrochées au mur et posées sur la cheminée, 4 visages apparaissaient. Mark, Deborah, Tyler et Jasmine, la fille de 12 ans. Mais Jasmine n'était pas là. Face à l'horreur de la scène, les policiers furent immédiatement préoccupés par son sort. Sa chambre était intacte, sans trace de lutte, et en dehors des pièces où les corps avaient été retrouvés, rien n'indiquait d'autres signes de violence. De plus, la voiture familiale étant toujours garée devant la maison, il était peu probable qu'elle ait été enlevée dans ce véhicule. L'état des corps et le sang déjà coagulé indiquaient que les meurtres avaient eu lieu la nuit précédente. La police supposa qu'une ou plusieurs personnes
était entré dans la maison et avait assassiné Mark, Deborah et Tyler. Mais où était Jasmine? Avait-elle été enlevée? Était-elle la seule survivante échappée par miracle à ce massacre? Deux questions cruciales restaient sans réponse. Pourquoi la famille Richardson et où était Jasmine? Quelques heures après la découverte des corps, la police publia un communiqué de presse exprimant sa profonde inquiétude quant au sort de Jasmine et demanda l'aide du public pour la retrouver. Ils restèrent vagues sur les détails, mais leur déclaration laissait entendre qu'ils soupçonnaient un enlèvement. En attendant des informations du public, les enquêteurs commencèrent à reconstituer les derniers jours de la famille Richardson. Chaque aspect de leur vie avant le drame fut examiné en détail. Parents, amis, collègues, voisins. Toute personne pouvant nourrir une rancune contre la famille fut interrogée, mais aucun suspect ne semblait correspondre. La famille Richardson était exactement ce qu'elle paraissait être, un foyer uni, aimant et sans histoire. Enfin, sauf un détail, Jasmine. Le lendemain du crime, la communication de la police prit une tournure inattendue. Leur ton ne traduisait plus une inquiétude pour Jasmine, mais plutôt une nouvelle direction dans l'enquête. Sans entrer dans les détails, les autorités laissèrent entendre qu'elle n'était plus une victime potentielle, mais une personne d'intérêt dans l'affaire. Désormais, Jasmine n'était plus considérée comme une disparue, mais comme une suspecte. En raison des lois canadiennes protégeant l'identité des mineurs, son nom ne pouvait plus être mentionné dans les médias. Désormais, la presse et le public ne la connaîtraient que sous les initiales J. Personne n'arrivait à y croire. Comment une fillette de 12 ans aurait-elle pu être impliquée dans le massacre brutal de ses parents et de son petit frère? Et, sans grande surprise, tout commença avec un garçon. Avant 2006, Jasmine Richardson était une enfant brillante et attentionnée. Elle fréquentait une école catholique locale où elle faisait partie des meilleurs élèves. Ses parents l'encourageaient dans toutes ses passions, aussi bien à l'école qu'en dehors. Jasmine était une fille plutôt calme et réservée, qui passait beaucoup de temps avec sa famille et son cercle restreint d'amis. Son enfance n'avait rien d'exceptionnellement inhabituel. Elle grandissait dans un foyer aimant et stable, avec 2 parents dévoués et un petit frère typique, parfois agaçant. Mais en entrant dans l'adolescence, Jasmine commença à changer. En consultant ses anciens profils sur les réseaux sociaux, on pourrait penser qu'elle n'était qu'une adolescente ordinaire, en pleine phase de découverte de soi et de ses intérêts. Son compte MySpace était rempli d'images de ses groupes préférés et de selfies pris sous des angles exagérément élevés, typiques du début des années 2000. Cependant, vers le milieu de l'année 2005, le ton de son profil commença à évoluer. Ses photos enfantines, où elle affichait un sourire doux et portait ses longs cheveux noirs détachés, disparurent progressivement. À leur place apparurent des images d'elle portant un épais eyeliner noir et des vêtements sombres, collants en résille, tissus déchirés. Son goût musical changea également. Elle délaissa la musique populaire qu'elle appréciait enfant pour se tourner vers le heavy metal. C'est à cette période que Jasmine se déclara gothique et s'éloigna progressivement de son groupe d'amis habituels. Lorsqu'elle eut son propre ordinateur, elle s'inscrivit sur plusieurs sites dédiés à la communauté gothique, notamment vampirefreaks.com. Son pseudo était Runaway Devil, et bien qu'elle n'ait alors que 11 ans, elle prétendait en avoir 15. Son slogan sur la page était « Bienvenue dans ma fin tragique ». Elle se décrivait comme une adepte de la Wicca, une personne nocturne, maladroite et excentrique. Parmi ses centres d'intérêt figuraient la poésie sombre, la psychologie criminelle, le sang, les contenus provocateurs et l'anatomie humaine. Jasmine utilisait les salons de discussion du site pour échanger avec des personnes partageant son attrait pour la scène gothique et musicale. Quelques semaines après son inscription, elle commença à communiquer avec des hommes bien plus âgés qu'elle. À la maison, elle devenait de plus en plus distante et insatisfaite. Elle ne montrait plus aucun intérêt pour sa famille ou ses anciens amis.
Elle passait des heures enfermée dans sa chambre, naviguant sur Internet et discutant avec des inconnus sur divers forums. Ses vêtements devenaient plus provocateurs et ses parents durent l'encadrer plus strictement. Pourtant, ils lui laissèrent une certaine liberté. Début 2006, lors d'un événement qui allait marquer un tournant décisif, ils acceptèrent qu'elle assiste à un concert punk rock local. C'est là que Jasmine rencontra Jeremy Steinke. Jeremy avait 23 ans et était passionné par la scène punk et gothique, tout comme Jasmine. Ils commencèrent à parler et malgré leurs 11 ans d'écart, Jeremy poursuivit Jasmine et lui demanda d'être sa petite amie. Jasmine fut immédiatement fascinée par lui et accepta sans hésitation. Jasmine et Jeremy étaient radicalement opposés en ce qui concernait leur passé et leur mode de vie. Jeremy avait abandonné l'école secondaire et vivait dans une caravane. Sa mère était alcoolique et avait eu de nombreux partenaires au fil des ans, dont plusieurs qui avaient maltraité Jeremy durant son enfance. À l'école, il avait été harcelé et dès l'âge de 13 ans, il souffrait de troubles de l'apprentissage, de dépression et d'hyperactivité. Il tenta pour la première fois de se suicider alors qu'il était encore adolescent. Mais ce qui rendait Jeremy le plus étrange, ce n'était pas sa jeunesse difficile. Au cours des 10 années précédant sa rencontre avec Jasmine, il s'était forgé une personnalité de loup-garou, vieux de 300 ans. Il affirmait être immortel et avide de sang. Il portait un petit flacon de sang autour du cou, bien qu'on ignore s'il s'agissait de sang humain ou animal. Comme Jasmine, il arborait des vêtements noirs déchirés et écoutait de la musique gothique. C'est précisément cette personnalité excentrique qui attira Jasmine. Elle voulait se sentir adulte, mûre et puissante. Être avec Jeremy lui donnait ce sentiment, et le fait que leur relation soit interdite la rendait encore plus séduisante. Dès le début, Jasmine et Jeremy comprirent que Mark et Deborah Richardson ne toléreraient jamais leur relation. Ils élaborèrent donc un stratagème pour la garder secrète. À une époque où les téléphones portables n'étaient pas encore omniprésents, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas utiliser le téléphone fixe sous peine d'être découverts par les parents de Jasmine. Ils décidèrent donc de communiquer par le biais du site Vampire Freaks. Jeremy possédait déjà un profil sous le pseudo Soul Leader, et ses centres d'intérêt comprenaient la scarification, forme d'automutilation, la douleur, des fétichismes provocateurs, le sang et les lames de rasoir. Pendant plusieurs semaines, leur plan fonctionna et personne ne les surprit. Les seuls au courant de leur relation étaient leurs amis, qui trouvaient leur couple étrange. Mais à la grande frustration de Jasmine, ses parents commencèrent à surveiller son activité en ligne. Lorsqu'ils découvrirent que leur fille de 12 ans échangeait des conversations troublantes avec des inconnus sur Internet, la situation changea radicalement. Ses parents la punirent et lui confisquèrent son ordinateur. Ils l'interrogèrent sur Soul Leader et Jasmine finit par leur avouer la vérité sur son petit ami. Deborah et Mark furent horrifiés d'apprendre que Jeremy avait 23 ans. Comme n'importe quel parent, ils craignaient profondément que cet homme profite de leur fille. Bien qu'ils ne l'aient jamais rencontré, ils savaient que rien de bon ne pouvait résulter de cette relation. Ils interdirent strictement à Jasmine d'avoir tout contact avec lui, mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils l'inscrivirent, ainsi qu'eux-mêmes, à des séances de thérapie familiale, espérant lui faire comprendre que Jeremy n'était pas une bonne influence pour elle. À leur grand soulagement, après seulement quelques séances, Jasmine sembla redevenir la fille joyeuse qu'ils connaissaient. Lorsqu'elle leur promit sincèrement de ne plus parler avec des garçons sur Internet, ni de voir Jeremy, ses parents lui rendirent de son ordinateur. Ce fut une décision fatale. Quelques jours plus tard, ils étaient morts, et Jasmine avait disparu, impliquée dans leur assassinat brutal et atroce. Ce n'est qu'alors que la vérité sur la relation entre Jasmine et Jeremy éclata au grand jour. Le jour de la découverte des corps de sa famille, la police lança une recherche urgente pour retrouver Jasmine.
Ils contactèrent plusieurs de ses amis, espérant qu'elle avait échappé à l'intrus qui avait tué sa famille et trouvé refuge auprès de quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais à leur grande stupéfaction et horreur, ses amis affirmèrent avoir vu Jasmine seulement quelques heures plus tôt, peu après le moment où la police supposait que ses parents et son frère avaient été tués. Jasmine n'était pas en état de panique, elle était euphorique. La veille au soir, Jasmine et Jérémie s'étaient rendus à une fête privée. Là-bas, ils s'étaient vantés de leurs actes commis plus tôt dans la journée. Jérémie déclara, en citant ses propres mots, qu'il avait éventré ses parents comme des poissons. Le couple mit mal à l'aise les autres invités qui prirent leur parole pour une sinistre plaisanterie. Ce n'est que lorsque la police les contacta le lendemain qu'ils comprirent la vérité. Jasmine et Jérémie étaient allés à cette fête juste après avoir massacré toute la famille Richardson. La police a également fouillé le casier scolaire de Jasmine, où elle a découvert un dessin représentant des silhouettes en bâtonnets. Le dessin montrait une fille mettant le feu à une maison avec sa famille à l'intérieur, puis s'enfuyant dans le pick-up de son petit ami. Avec ces nouvelles informations, le ton des déclarations de la police aux médias changea radicalement. La recherche de Jasmine ne relevait plus du sauvetage, mais bien d'une chasse à l'homme. Jasmine et Jérémie étaient désormais recherchés pour le meurtre sanglant de 2 adultes et d'un garçon de 8 ans. Le couple avait eu suffisamment de temps pour fuir. La police publia leurs photos, espérant qu'un signalement du public les mènerait à leur cachette. L'appel fut un succès. Le lendemain, le couple fut repéré dans la communauté de Leader, dans la province de la Saskatchewan, à 130 km du lieu du crime. Les enquêteurs se rendirent immédiatement sur place et les trouvèrent en train de s'embrasser et de se câliner sous une couverture dans un pick-up. Ils furent arrêtés et placés en garde à vue sans incident. Pendant ce temps, les résultats des autopsies révélèrent les détails brutaux et atroces des meurtres. Il sembla que Deborah avait été tuée en première. Son corps présentait 12 coups de couteau, dont un qui s'était enfoncé de 12 cm dans sa poitrine, perforant son cœur. Elle avait succombé à ses blessures, gisant sur le sol du sous-sol. Marc fut la prochaine victime. Il subit 24 coups de couteau, dont 9 dans le dos. Lui aussi s'était vidé de son sang à seulement quelques pas de son épouse mourante. Le dernier à être tué fut le jeune Tyler. Il était dans sa chambre, en pyjama, lorsqu'il reçut 5 coups de couteau, dont une profonde entaille à la gorge. Il mourut dans son propre lit. Après leur arrestation, les enquêteurs interrogèrent séparément Jasmine et Jérémie, et chacun raconta une version totalement différente des événements. Jasmine affirma à la police qu'elle était désespérée et malheureuse après que ses parents eurent tenté de l'éloigner de Jérémie. Jasmine déclara que Jérémie était l'amour de sa vie et que seuls ses parents les empêchaient d'être ensemble. Elle raconta aux enquêteurs qu'en rentrant chez elle, elle avait découvert sa famille massacrée, mais qu'elle n'était pas présente au moment du drame. Elle savait que Jérémie était responsable parce qu'il lui avait dit ce qu'il comptait faire. Jasmine voyait le meurtre de sa famille comme la plus grande preuve d'amour possible. Elle expliqua qu'elle voulait être avec Jérémie, au point d'être prête à le couvrir et à fuir avec lui. Avec ses parents morts, plus rien ne pourrait les empêcher d'être ensemble. Elle nia toute implication dans les meurtres. Cependant, Jérémie donna une version complètement différente. En détention, il parla avec un policier infiltré, se faisant passer pour un détenu dans la même cellule. Jérémie expliqua que le plan pour tuer la famille de Jasmine était entièrement son idée. Il n'était pas enthousiaste au départ, mais lorsque les parents de Jasmine lui confisquèrent son ordinateur et lui interdirent de le voir, il savait qu'il devait disparaître. Il accepta donc d'exécuter son plan d'élimination de toute la famille Richardson. Il avoua avoir tué Deborah et Mark, mais insista sur le fait que Jasmine était seule responsable de la mort de son petit frère Tyler. Il déclara même qu'elle l'avait supplié de la laisser s'occuper de lui. Bien que Jérémie ait affirmé qu'il était prêt à tuer toute la famille,
ses propos étaient d'une importance cruciale pour les enquêteurs. Avec l'aveu enregistré de Jeremy, la police confronta Jasmine à propos du meurtre de Tyler, et son récit changea rapidement. Elle finit par avouer qu'elle l'avait tué. Elle expliqua d'abord qu'elle n'avait pas prévu d'impliquer son frère dans le plan, mais que, voyant ses parents mourir dans le sous-sol, elle sentit qu'elle devait l'éliminer pour ne pas le laisser orphelin. Dans leur déclaration, Jasmine et Jeremy mentionnèrent le site vampirefreaks.com, incitant ainsi la police à examiner leur profil et l'historique de leurs messages. En l'espace de quelques semaines après leur rencontre, ils avaient échangé des milliers de messages. Il ne fallut pas longtemps pour identifier l'instigateur du meurtre de Deborah et Mark. Dans l'un de ses premiers messages, après que ses parents lui eurent interdit de voir Jeremy, Jasmine lui avait écrit « J'ai un plan. Il commence par leur mort et se termine par ma vie avec toi. » Jeremy avait approuvé l'idée en répondant « J'adore ton plan, mais nous devrions être un peu plus créatifs avec les détails. » Après que ses parents lui eurent confisqué son ordinateur, Jeremy lui envoya d'autres messages comme « Tu me manques plus que tuer des gens me manque. On peut se retrouver et tuer des gens ensemble ?» Dans un autre message, il écrivit « Je veux trancher leur gorge. Ils regretteront tout ce qu'ils ont fait, surtout quand je m'assurerai qu'ils ne sont plus là. Ils paieront pour leur audace. Leur sang sera le prix à payer. » Avec ces messages et les témoignages de personnes affirmant que Jasmine parlait souvent de tuer ses parents, il y avait suffisamment de preuves pour établir qu'elle était à l'origine du plan des meurtres, tandis que Jeremy était responsable de la mort de Deborah et Mark. Tous deux furent inculpés pour 3 meurtres. Tout au long du procès et de leur détention, le couple ne montra aucun remords. Ils s'écrivaient des lettres depuis leurs cellules respectives, se vantant des meurtres et se considérant comme des légendes immortelles. Dans l'une des lettres, Jeremy demanda Jasmine en mariage et elle accepta avec enthousiasme. Le procès de Jasmine Richardson commença en juin 2007, seulement 1 an après les meurtres. Elle était accusée de 3 meurtres, mais plaida non coupable. À la barre des témoins, elle prétendit être dans un état de zombie pendant que Jeremy massacrait ses parents. Elle affirma que ses déclarations sur le meurtre de ses parents étaient purement hypothétiques et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de les mettre à exécution. Concernant Tyler, elle déclara qu'il avait supplié pour sa vie tandis qu'elle le poignardait, se souvenant de la manière dont sa gorge bullait sous ses coups de couteau. Jeremy était ensuite entré dans la chambre et lui avait tranché la gorge pour abréger ses souffrances. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle avait conçu ce plan pour tuer sa famille, Jasmine répondit « Je l'aimais tellement que je pensais que ça nous rapprocherait. » Jasmine Richardson fut reconnue coupable de toutes les accusations et condamnée à 10 ans de prison en vertu de la loi canadienne sur les jeunes contrevenants, qui interdit les peines de plus de 10 ans pour les personnes de moins de 14 ans. Sa peine visait davantage la réhabilitation que l'incarcération. Elle comprenait 4 ans dans un établissement psychiatrique où elle fut diagnostiquée avec un trouble des conduites et un trouble oppositionnel avec provocation. Le trouble des conduites est souvent diagnostiqué chez les enfants et se caractérise par un manque d'empathie, un non-respect des règles et un comportement antisocial. Le trouble oppositionnel avec provocation entraîne fréquemment des comportements hostiles et violents. Il est généralement diagnostiqué dans l'enfance et se manifeste par un comportement non coopératif, provocateur et hostile envers les autres, en particulier envers les parents ou les figures d'autorité. Dans les dernières années de sa peine, Jasmine bénéficia d'une surveillance conditionnelle dans la communauté, durant laquelle elle suivit des cours à l'université Mount Royal à Calgary, en Alberta. Il n'est pas connu quel domaine d'études elle poursuivit. En 2008, le procès de Jeremy Steinke pour 3 meurtres au premier degré commença. Sa défense demanda une réduction des charges pour homicide involontaire, arguant qu'il était sous l'influence de drogue au moment des crimes et qu'il avait perdu le contrôle ce soir-là. Ils rejetèrent également une partie de la responsabilité sur Jasmine,
qui avaient déjà été reconnus coupables des meurtres. Ils soutinrent que Jérémie avait été manipulé par Jasmine, une fille de 12 ans, et qu'il était prêt à tout pour lui plaire. Certains de ses amis témoignèrent qu'avant les meurtres, Jérémie leur avait demandé s'ils accepteraient de se débarrasser de Mark et Déborah, car Jasmine le quitterait s'il ne le faisait pas. Jérémie a nié avoir tranché la gorge de Tyler, affirmant que c'était Jasmine qui l'avait fait sous ses yeux alors qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte. Il a également soutenu que, lorsqu'il était arrivé ce jour-là à la maison des Richardson, il n'avait pas l'intention de commettre un meurtre, mais qu'il attendait simplement Jasmine au sous-sol. Il a affirmé avoir été surpris par l'apparition de Déborah et l'avoir attaquée impulsivement. Cependant, en contradiction avec cette version des faits, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tué la famille Richardson, il a répondu « Quand on trouve son âme sœur, on est prêt à tout pour elle. J'ai tout fait. » Pendant le procès, Jérémie est resté émotionnellement détaché jusqu'à ce que sa mère, Jacqueline May, témoigne en sa défense. Jacqueline, qui souffrait d'une maladie pulmonaire en phase terminale, déclara que son fils avait été un enfant à problème en raison des sévices qu'il avait subis de la part de ses partenaires successifs. Elle se souvint que Jérémie avait été battu avec une ceinture et un bâton et qu'on lui avait tiré les oreilles violemment. Elle déclara « Le père de Jérémie a commencé à le frapper avec une ceinture alors qu'il n'avait que 2 ans. Parfois, il le soulevait par les oreilles et le transportait ainsi dans une pièce ou le traînait par les oreilles. » Elle révéla également que Jérémie lui avait souvent confié qu'il aurait préféré ne jamais être né. Alors que sa mère témoignait, Jérémie fondit en larmes. Elle fut la seule à témoigner en sa faveur. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait changé sa version des faits, après avoir été enregistré en train d'avouer les meurtres à un policier infiltré, Jérémie répondit qu'il faisait semblant d'être un dur, pour s'intégrer parmi les autres détenus. Son enfance traumatisante et ses explications contradictoires ne suffirent pas à justifier ses actes. Il fut reconnu coupable de 3 meurtres au 1er degré et condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive. La première date à laquelle il pourra demander une libération conditionnelle sera après 25 ans, en l'an 2033. En prison, il changea son nom en Jackson May. L'un des amis de Jeremy, Casey Lancaster, fut également inculpé pour complicité de meurtre, ayant conduit Jérémie et Jasmine loin des lieux du crime et ayant plus tard détruit des preuves. Ces crimes ont choqué le Canada, tant en raison de l'âge de Jasmine que de la brutalité des meurtres. Certains des policiers présents lors de la découverte des corps suivent encore aujourd'hui une thérapie pour gérer le traumatisme de ce qu'ils ont vu dans la maison des Richardson. En 2016, Jasmine fut libérée sans aucune condition supplémentaire après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Lors de l'annonce de sa libération complète, le juge Scott Brooker déclara « Je pense que tes parents et ton frère seraient fiers de toi. Il est clair que tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux vivre chaque jour en sachant que tu es maître de tes actes et de tes choix. » Aujourd'hui, Jasmine Richardson vit sous une identité protégée dans un lieu inconnu au Canada. En raison de son jeune âge au moment des meurtres, son nom ne peut toujours pas être publié légalement au Canada. Elle reste la plus jeune tueuse en série condamnée dans l'histoire du pays. Elle n'a jamais exprimé de remords pour le meurtre de sa famille, ni présenté d'excuses. Les meurtres des Richardson ont fasciné le public depuis la condamnation de Jasmine. Leur histoire a été traitée dans l'émission Deadly Women, ainsi que dans le livre Runaway Devil. Son histoire continue d'intriguer ceux qui cherchent à comprendre comment une fillette de 12 ans a pu passer d'une enfant innocente et douce à une meurtrière froide. Il semblerait qu'un loup-garou autoproclamé, un forum de vampires et une gothique de 12 ans aient constitué la recette parfaite pour créer un monstre.